Chaque ville, chaque quartier a son histoire. Ceux qui ont vécu ici vont maintenant témoigner. La somme de ces récits représente une histoire collective et vivante d'un lieu qui leur est cher. Voici la mémoire du quartier Branly-Boissière, dans le Haut-Montreuil. Bon, bah, c'était un peu la campagne, le village, tout le monde se connaissait, hein. La Boissière, c'était un boulevard, et puis c'est tout. Mais Alors, c'était des rues pavées, c'était des gros pavés. Le sol était... C'était que des pavés, il n'y avait pas autre chose. Ah non, il y avait moins de maisons, c'est sûr. Et il y avait, je vais vous dire, il y avait encore des rails de tramway. Et je me souviens qu'en vélo, j'évitais les rails de tramway, vous vous rendez compte, hein, pour aller vers Romainville. Mais ça s'est peuplé après, il n'y avait qu'un seul groupe d'immeubles, c'était le 233 et le 235 Aristide Briand. Je sais pas, ils avaient construit ces immeubles d'habitation à bon marché, je sais pas, enfin c'était HLM de l'époque. Et puis tout le monde connaissait ça, on appelait ça les grandes maisons, et quand on parlait des grandes maisons, il n'y avait pas d'équivoque. C'est vrai que quand les premiers HLM sont arrivés dans les années 50, c'était les gens qui habitaient les cités, c'était vraiment un bâton de maréchal. C'est-à-dire, nous, on habite une cité HLM. Alors, en gros, soit ils étaient francs-maçons, soit juifs, soit communistes, il y avait toujours une bonne raison pour qu'ils aient eu la chance. Ce n'est pas possible d'avoir c'était des nantis. C'était des nantis. Picouli l'explique dans ses bouquins. Quand il arrive à Orly, il part de Villemomble pour aller à Orly, donc il se retrouve dans une HLM, et il décrit très très bien dans deux de ses bouquins, c'est la manière dont il vit cette promotion sociale. Il n'y avait rien derrière le boulevard de la Boissière, il n'y avait rien, c'était que des terrains vagues. Et c'est là que, voilà, on appelait ça le fort de Rosny, le fort de Noisy-le-Sec, ça se touchait, hein, donc il n'y avait pas l'autoroute. Hein. On jouait au foot sur la route, on jouait aux billes sur le trottoir, on pouvait jouer sur la rue à cette époque-là. On faisait du patin à roulettes, etc. Quand on est devenu un peu plus grand, ben on a un peu exploré le reste du coin, le parc Montreux. Il y avait l'aventure, elle était à tous les coins du quartier, parce que c'était pas du tout densifié comme maintenant. Et en mémoire, j'ai quelque chose qui me revient, c'est qu'il y avait une crémière qui passait et qui vendait des fromages blancs avec son cheval. Et des petits cœurs, c'était des petits cœurs de fromage blanc. Mais elle passait comme ça dans le quartier et on venait pour acheter sa crème, ses petits fromages, etc. avec sa carriole. Ça, j'ai encore dans les oreilles ce crème, ma bonne crème. Ça me revient là maintenant. Et j'étais en dessous du cheval. Et j'étais toute petite, j'avais même pas 2 ans. Et je me suis amusée à tirer le cheval en dessous. Et j'ai failli mourir. On m'a sauvé. J'ai tiré ce qu'il fallait pas tirer. Moi, j'ai connu les voitures à chevaux. Ils livraient des pains de glace avec des gros percherons. 4 percherons qui tiraient. Et je me rappelle parce que ils n'arrivaient pas à monter la côte. Il y avait du verglas. Il y avait des pavés, il y avait du verglas dessus et ils patinaient. Ils n'arrivaient pas à tirer leur machin. Et puis en plus, comme c'était l'hiver, ils avaient de leurs naseaux sortaient de la buée, même de leur corps, ils sortaient de la buée. Le corbillard, c'était la charrette avec le cheval, donc il n'y a vraiment pas de voiture. Mon grand-père était croque-mort, on me disait à cette époque, croque-mort. Et il avait une charrette, enfin c'était pas une charrette, c'était une voiture, on appelait ça la voiture, à l'époque elle était noire avec une capote au-dessus, tirée par un cheval. Et ils avaient un beau cheval arabe, un pur sang,
et avec des gros lots qu'il fallait astiquer tout le temps pour derrière porter le corps, quoi, le cercueil. Donc en face de ce square, il y avait un grand champ et il y avait un gars qui labourait avec un cheval et avec une vraie faux. Donc il faisait pousser du blé, là, ça faisait quoi, je sais pas moi, peut-être 100 mètres carrés quoi, de trucs, mais il venait avec son cheval et il labourait, donc c'était tout à fait normal pour nous, quoi. C'était une époque totalement impensable maintenant. Bonjour tout le monde. Bonjour mon Abraham. C'est toi le meilleur. J'avais fait amener une calèche avec les chevaux et le cercueil dans la calèche. Ils sont partis là, je te jure, il y avait le grand-père Ornec. Il était assis devant la maison, là. Je te jure, à sa main. Il y avait des... Je ne sais pas combien de bagues, tu sais, il s'était mis avec tous les attributs. Comment il s'appelait là, celui qui Il avait de quoi acheter la maison. Avec tu vois, il était à l'enterrement de son petit-fils et le truc qu'il demande, il me voit par la fenêtre en train de regarder ça, tu sais, il me fait signe, je descends, je lui dis bonjour, tout ça. Et non, bah, il me demandait combien j'étais prêt à vendre ma maison. À l'aise. Ici, on a un truc incroyable, c'est on a de l'horizon. Alors, en plus là, place Jules Verne, particulièrement dans ce centre un peu de ce quartier Boissière. Par exemple, moi, ma maison, elle est coincée entre l'église et la mosquée. J'ai un horizon, c'est-à-dire que, bon, j'ai le clocher de l'église et le petit minaret, mais il n'y a rien sinon devant mes fenêtres. Et ça, c'est un confort visuel extraordinaire, extraordinaire. Les hivers, on les voit plus venir, hein, mais à l'époque, il faisait très très froid. Les hivers n'avaient aucune commune mesure avec ce qui se passe maintenant. Chez nous, le pavillon, c'était un poêle avec du charbon, quand il y en avait, et du bois, surtout du bois qu'on brûlait. Parce que dans la cuisine, comme il n'y avait pas de charbon pour mettre dans le chauffage central, hein, dans le pavillon, il y avait un petit poêle dans la cuisine, puis on se chauffait là, on faisait sa toilette à côté du bois. Il y avait une cuisine avec un poêle et c'est tout, quoi. Et puis de l'autre côté, ça caillait, quoi. Donc on laissait les portes ouvertes pour que la chaleur puisse communiquer. Et puis donc, il y avait un marchand de charbon qui était rue Émile Beaufils. Ça s'appelait Madame Jean. On commandait le charbon, là, chez ce charbonnier-là. Parce que, bon, dans le pavillon, c'était un poêle, hein. Il n'y avait pas de chauffage central. On avait une salle à manger on dormait à deux. Il y avait deux lits, la grand-mère et moi. Et il y avait une chambre pour les grands, pas pour les adultes. Et on avait les toilettes à l'extérieur, une petite cour. Et les toilettes à l'extérieur, toilettes à la turque. Hein, voilà. De ma vie, j'ai connu beaucoup de changements, y compris pas d'eau, pas d'eau chaude, y compris un certain nombre de conforts, pas de douche. Après, bon, il n'y a pas de salle de bain. On allait aux Tourelles, une fois par semaine, prendre une douche complète. Mais je pense que tout le monde était un peu à la même enseigne, donc on n'avait pas de... C'était la vie, hein. C'est fou ce qui s'est passé entre cette époque et maintenant. Il n'y avait pas de frigidaire, pas de machine à laver, pas de télévision. Le téléphone, la première fois qu'on l'a eu, on avait attendu 5 ans. Alors le téléphone, je n'ai pas connu enfant, par contre j'ai connu toujours à l'épicerie. Hein. Les gens venaient téléphoner, il y avait un téléphone dans l'épicerie et les gens venaient. Mes parents, quand ils téléphonaient à ma famille qui est à la Guadeloupe, donc on allait chez Madame Jean, qui nous ouvrait le charbon. Et il donnait, je ne sais pas, 20 centimes de francs à l'époque. Voilà, il donnait une pièce ou deux et il venait téléphoner dans l'épicerie. C'est tout... il y a eu un bouleversement impensable. Le cinéma, c'était sur le boulevard de la Boissière. Oui, je l'ai connu. Mon oncle nous emmenait souvent au cinéma. C'était en pente avec du carrelage, je crois.
C'était en pente. Après, c'est devenu un magasin et après, ça finit, je sais pas, un truc assez... un centre évangélique, ouais. C'était super. C'était... Bon, il y avait c'était pas comme maintenant, comme une scène on fait, mais non, c'était un grand écran et c'était tout blanc. Bon, les sièges, pas très chouettes, mais bon, on y était bien quand même. Deux cinémas. Il y avait le grand cinéma et puis le petit cinéma, que les gens appelaient familièrement le pouilleux. On rentrait là-dedans. On pouvait fumer, on fumait, on ressortait avec un mal de crâne et tout. Mais bon, je me rappelle les actualités où il y avait une locomotive qui vous rentrait dedans, on avait l'impression d'être écrasé. Et à partir de là, c'était l'illusion des actualités. Ah oui, il y avait les actualités. On n'avait pas la télévision, c'était pas le journal télévisé. On avait des actualités commentées par je ne sais qui, une voix spéciale. Et après, il y avait l'entracte, où ils vendaient des bonbons, des trucs comme ça. Pas des cacahuètes, parce que pendant la guerre, les cacahuètes, elles étaient restées dans leur pays d'origine. Mais bon, c'était très convivial, hein. Les gens, ils se connaissaient tous. On allait voir, il y avait des affiches au coin du boulevard de la Boissière, du boulevard Aristide Briand, on consultait ça, et puis aller voir ses parents pour essayer d'avoir un peu de subside pour pouvoir rentrer. On rentrait par le boulevard de la Boissière et on ressortait par la rue de la Renardière. Donc, la rue de la Renardière qui donnait, hop, sur les champs, là où on allait faire de la luge. C'était tout derrière. Ça descendait jusque maintenant Domus, ça descendait jusqu'en bas. Voilà, on faisait ça à pied, on rigolait, on se roulait par terre, on descendait jusqu'en bas. Mon père est accordéoniste, qui était connu d'ailleurs, et qui jouait avec Joe Privat. Et il jouait surtout dans les bistrots de Montreuil, rue Brûle-Fer, place de la Croix de Chavaux, le petit café qui n'existe plus malheureusement. Et il faisait les apéritifs concerts du dimanche, et du samedi soir, et du vendredi soir. Il était dans le café, et les gens qui venaient prendre l'apéritif chantaient et dansaient au son de l'accordéon. J'ai fait tous les bals musettes, étant toute petite. On ne se voit plus beaucoup, quoi. Les cafés n'existent plus. Il y avait un café, juste à côté de chez moi, ils l'ont fermé là, il y a quelque temps. Le Grand Bleu, ils l'ont fermé il y a quelque temps, il n'y a plus de café. Donc il n'y a plus de lieu où spontanément on peut aller échanger avec n'importe qui. On n'est pas obligé de se connaître pour échanger. Le théâtre des Roches était dans la rue Antoinette et il y avait, tout au début pendant la guerre, à l'époque où maman était bébé, c'était une crèche. Donc la crèche, maman y est allée. Ensuite, ça a été un centre pour jeunes filles où ils faisaient la couture et le cartonnage, donc les boîtes en carton. Maman y était aussi. Et donc, et ensuite, moi, j'y suis allée. Je devais avoir 16 ans. Ouais, 16-17 ans. En section couture, parce que je voulais être couturière. Mais mon père ne voulait pas que je sois couturière. Au niveau culturel, il y avait le théâtre. Ça, le théâtre existait. Et à l'époque, il était plus ouvert que maintenant, je pense. Je sais que nous, par exemple, on était plusieurs à se retrouver à ce théâtre qui faisait de belles prestations. Sur le boulevard de la Boissière, il y avait un boulanger dans le temps, et derrière, là, dans la rue de la Renardière, il y avait des gitans. Les gitans, et c'était la famille de Django Reinhardt. Voilà, donc il y avait toute sa famille. Mais donc, quand on passait par là, c'était bien, on les entendait jouer de la guitare. J'ai eu beaucoup d'amis gitans qui étaient sur tout le boulevard de la Boissière. Donc, j'avais aussi une vieille génération Falk Horneck qui était scolarisée avec moi, qui sont des anciens de Montreuil aussi.
Quand je suis arrivé à Montreuil dans les 70, donc boulevard Aristide-Briand, il y avait boulevard Aristide-Briand juste avant le centre Santelé ou Lagrange, là c'est la rue de la Demi-Lune, voilà, je cherche la rue de la Demi-Lune. Vous avez les caravanes hein, qui étaient posées là. Hein, bon. Ça nous a jamais posé de problème. Il y avait une très bonne entente avec les gitans, avec toute cette famille-là. Nous, on s'était toujours très bien entendus. Parce que dans le temps, dans les rues, les 14 juillet, les gitans ils sortaient, on dansait, c'était le bal populaire. C'était eux qui animaient les rues de quartier. Hein. Et c'était vraiment bien. On s'arrêtait pour discuter, on les écoutait jouer. Et puis quand c'était le 14 juillet, ils venaient dans la rue, puis ils grattaient leur guitare. Et juste à côté de chez moi aussi, là, dans la rue Antoinette, il y en avait des gitans. Et on était toujours ensemble. Il y avait les gitans qui marchaient pieds nus en plein mois de février dans la neige. Je me rappelle de ça. Parce que nous, on avait des chaussures. Je devais avoir moins de 7 ans. Donc, en 45, j'avais 7 ans. Ça devait être en 43, 42, 43, un truc comme ça. Le souvenir le plus frappant, c'est le bombardement de Noisy. C'est en avril 1944. Alors là, je me souviens, ça tapait de partout, bien sûr. Et puis surtout, on entendait les bombes siffler. Mais elles étaient à retardement. Et puis le lendemain, il y a des bombes qui ont éclaté rue des Fliers. À l'époque, on habitait aux 3 communes. Et donc, ça, je me rappelle très bien parce que on a subi le bombardement des Américains à l'époque. Ils avaient des bombes sophistiquées, des bombes soufflantes. Et on était sous l'escalier quand ils ont bombardé. Et à un moment, ça a explosé. Et la porte d'entrée, elle a été soufflée. Elle a disparu. Alors donc, on voyait le feu d'artifice sous l'escalier parce que c'était juste en face de la porte. On a eu de la chance parce que tous les pavillons autour, ils ont été soufflés, démolis. Nous, on a eu juste le toit qui a descendu d'un étage. Mais comme on était au rez-de-chaussée sous l'escalier, on a réussi à s'en sortir. Encore un souvenir qui m'a toujours marqué, c'est que la municipalité pétainiste de Montreuil a fait passer une circulaire dans les écoles pour demander aux enfants quels sont les enfants dont les pères sont juifs ou communistes. Vous vous rendez compte ? Surtout que mon père, il avait arrêté le contact, hein. Il avait été militant communiste, il aurait été dénoncé ou autre, j'aurais été orphelin, ça c'est sûr. Quand il y a eu la guerre, mon père était à Montreuil, mes grands-parents vivaient à Montreuil, enfin toute la famille. Donc ces petites maisons, après, pendant la guerre, elles ont été occupées. C'était qu'une pièce, hein. Ce n'était pas des maisons, c'était vraiment des... Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Un peu plus tard, pendant l'occupation, j'ai été chez un oncle, qui était aussi au Lilas. Je suis revenu tard le soir, il a cru que c'était la Gestapo qui venait l'arrêter. Il était monté sur le toit, et puis effectivement, c'est moi qui rentrais, un peu tard, mais enfin... Ça, c'est le souvenir de la guerre. Hein. Alors ici, où on est là, ici, rue Jules Verne, c'était des terrains de l'église. J'appartenais à l'église. Il y avait une chapelle. Là où est l'antenne de quartier. Et il y avait le presbytère, là où il y a la baraka, le gros arbre, le gros peuplier qui est à côté de la baraka, était dans le jardin du curé de l'époque, des curés de l'époque. Afin que toi et moi ça se termine sans rancune, ça sera peut-être notre dernier encart. Baby, viens ce soir, il y aura que toi et moi. La cité de Jules Verne, là, il n'existait pas. C'est nous qui est venu avant. Le foyer branlé, il est venu avant cette cité-là. Voilà, on a choisi, bon voilà. Ils sont acceptés. La société Aftam a commencé maintenant
prendre des décisions de construire pour nous. Voilà, ils ont construit. Quand on rentrait là, c'était le Bénin que j'avais vu, et j'imaginais Bamako, j'imaginais cette vie foisonnante, il y avait les forgerons à ce moment-là, il y avait les commerçants, il y avait une vie incroyable, il y avait le foyer. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Il y a beaucoup les jeunes, et les vieux, et au Moyen-Âge, tout le monde. Hein. Tout le monde. Ils rentrent comme ils veulent. Le matin, la journée, la nuit. La porte est ouverte. Pendant longtemps, ce foyer, c'est le seul lieu qui nous permettait d'acheter un litre de lait, des œufs, un bidon d'huile. Voilà. Donc ici, on est très, très oublié de l'économie. Et où il y a le stade là actuellement, là, c'était que des murs à pêche. Et il y avait les fameuses pêches encore qui poussaient sans entretien, donc on mangeait beaucoup de pêche, quoi. Il y avait des poires aussi, ouais. Autour, il n'y avait rien. Autour, il y avait des champs, les murs à pêche, les murs à poire, il n'y avait rien du tout, quoi. C'était désert. Moi, j'ai vu pousser les immeubles. Derrière la maison, derrière cette bâtisse, il y avait cet étang-là. Il y avait des grenouilles, il y avait des têtards, et on pouvait accéder derrière. C'était que des terrains et des champs. Et puis on pouvait prendre des poires, des pommes comme on voulait. Par contre, les pêches, on n'avait pas le droit. Je me souviens, on avait un petit jardin à Boissière, là, tous les familles qui avaient des enfants avaient droit à un jardin, un petit jardin. Alors on avait un petit jardin, et on allait cultiver un petit peu pour pouvoir manger. Et sur ces terrains qui furent jadis des vergers, les fameux murs à pêche, se construira la zone industrielle d'une conception hardie. Et avec Mosinor, qui devait aller de là où existe Mosinor jusqu'à la rue des Roches. Il était même prévu de démolir l'église. Pour une fois, on peut dire qu'on a eu la chance qu'il y a eu la crise de 1974 qui est venue bloquer tout ça. Et Mosinor s'est arrêté là, et je pense que c'est quand même bien. Après, dans les années 70, les derniers grands terrains de Jules Verne, etc., ont disparu. Là, les cités ont été construites, 400 logements par-ci, 350 logements par-là, Salvador Allende, la cité de Édouard Branly, c'est Amitié de l'Amitié. Tous ces événements, ça nous a marqués parce qu'on est passé d'un... Quoi qui venait de la campagne, c'était de la verdure, c'était... puis béton, 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 béton. Et ça, bon, on ne peut pas avoir la nostalgie. Si, il faut mieux avoir la nostalgie que des regrets, mais... Alors la construction de la Cité de l'Amitié, je l'ai vue parce que... on appelait le petit chemin. Donc il y avait un chemin qui existe toujours encore, qui passe tout au bout de la Cité de l'Amitié. Donc c'était un chemin qu'on prenait, même s'il n'y avait pas beaucoup de voitures. Bon, c'était un chemin qui menait à l'école Nanteuil, qui existe toujours, quoi. C'est vrai que j'ai connu donc ce village de la Boissière, avec beaucoup de parcelles de culture. Donc moi j'appelais ça des champs. À l'époque c'était des champs, voilà. Après on a vu arriver donc les HLM, les cités HLM. Donc juste en face de nos fenêtres. Hein. C'était pas loin, cité Branly, c'est en face de la fenêtre du salon. La Cité de l'Amitié, elle a été construite
dans les années 70-75, hein, par là. Mais c'était séduisant de dire on va vous donner un appartement avec des WC, avec une salle de bain, avec une cuisine, etc. C'était une avancée extraordinaire. Mais au début, c'était quand vous regardez des photos des années 60 des cités HLM, vous avez des enfants qui jouent. Ils n'ont pas posé pour le photographe, hein. Ils jouent. Il y a un tourniquet et un toboggan. Ils sont 50. Hein. Ils sont 50. Petit garçon, petite fille. Il n'y a pas. Ils jouent. Ils sont dehors. Ils sont dehors. Il n'y a pas d'école, donc c'est des écoles provisoires en bois qui sont dans les cours des HLM. Alors, quand je suis arrivée, on était dans les premiers habitants de cette cité. Pour nous, c'était le grand confort quand on est arrivé. On avait salle d'eau, on avait toilette, on avait des grandes pièces bien exposées. Pour nous, effectivement, c'était vraiment un plus. Hein. Bah déjà, moi, quand je suis arrivée dans la cité, j'étais la seule à l'étage. Il y avait très peu de monde, donc c'était très calme. Et là, nous sommes 4 locataires des premiers qui sont arrivés dans l'immeuble. Et c'était à l'époque, c'était encore une époque où effectivement la solidarité existait, l'entraide. Mais avant, c'était des champs là aussi. Mais c'était formidable, la Cité de l'Amitié. Ça a changé le brassage de population. Ça a changé à l'école. Les nouveaux arrivants, c'est-à-dire que d'autres mentalités. Ça a changé aussi. Ça a amené beaucoup plus d'agressivité, en fait, même entre les enfants. Parce que nous, ici, il y avait une douceur. C'était des parcelles, des cultures. Je veux dire, il y avait les mômes des horticulteurs, il y avait les manouches, mais ils étaient intégrés. Il y avait. Ça a amené de la violence. Et quand il y a eu la construction de ces cités, ça a fait déclencher des peurs. Il y avait beaucoup de gens qui disaient mais c'est pas possible, c'est la délinquance, le vivre ensemble, bon. Et d'où effectivement la création de cette association, parce que l'association au sein de notre quartier s'est créée parce que justement compte tenu de nouvelles constructions qui se faisaient, dans les pavillons commençait à y avoir des vols, donc les gens ils en avaient assez et ils parlaient de s'armer. Et il y avait des gens qui pensaient qu'il fallait créer des milices pour se défendre de tout ça. Donc on a été quelques-uns à dire qu'effectivement c'était pas possible que ces choses-là se fassent. Et comme il y avait une communauté religieuse assez importante, c'est comme ça que je me suis trouvée à rentrer dans ce noyau par l'intermédiaire du prêt ouvrier, qu'on a dit il faut qu'on fasse les choses autrement. Les gens disent on veut des espaces verts, on veut des ouvertures. La réponse c'est vous allez voir un commissariat, on va mettre des grilles pointues. Ben, ils ont mis des grilles pointues, c'est pas ce que voulaient les gens, ça a été l'enfer. Mais il y a eu aussi le fait que, ouais, il faut un commissariat, on met un commissariat, les flics se font voler leur moto, incendier leur moto, et demandent des renforts pour pouvoir sortir du commissariat. C'était de mauvaises réponses à des questions, mais ça a continué, ça a perduré. Et on a été quelques-uns, j'étais pas tout seul, on était quelques-uns avec les Rémy, les Caillère, Raymond Hirsch, etc. Et d'autres, à dire, il y a peut-être d'autres solutions quand même. Faut peut-être essayer de faire autrement. Et je me rappelle que la première fois qu'on a parlé de ça, c'était quand il a été inauguré la cité d'en face. Et il y avait, à cette inauguration, Simone Robert, qui était conseillère générale, René Foulon,
Et en buvant un coup, on a dit ça. On a dit, voilà, on a des craintes parce que les gens parlent de milices, etc. Et nous sommes quelques-uns à penser que... Et je me rappelle que les deux nous ont dit, bref, si vous démarrez quelque chose, dites-nous-le, on vous aidera. Et c'est ce qui a été fait. Et la première fête de quartier dans le coin, c'est nous qui l'avions organisée, c'est faite ici, devant, dans la place Jules Verne. Et voilà, c'était... Et c'est comme ça que les choses ont commencé. Alors après, on a fait différentes choses dans le sens de l'éducation populaire, le métissage, je me rappelle, entre autres, il y avait beaucoup de difficultés à faire rentrer des parents immigrés dans l'école. Et je me rappelle, quelques années après, un jour, en cherchant, on a dit, mais tiens, mais si on faisait quelque chose à l'école sur une fête dans le hall de l'école de Nanteuil, qu'on avait appelé ça comment ça s'appelle, les desserts du monde. Mais il fallait que chacun amène un dessert du pays. Et il fallait qu'il y ait des adultes pour accompagner leurs enfants. C'était formidable parce que il y avait des desserts africains, des desserts maghrébins, des desserts, enfin bon, il y avait des desserts du monde. Et puis on dansait, on faisait jouer les enfants, ils chantaient, il y avait des chants, il y avait des choses, enfin bon, c'était sympa. Mais l'objectif essentiel, par exemple, je me rappelle quand on a fait ça, c'était de permettre que des parents découvrent qu'ils pouvaient rentrer à l'école, que ce n'était pas une zone interdite. J'allais jouer sur la pente qui mène où il y a l'autoroute qui passe là. Donc on grimpait dessus. Je me souviens qu'il n'y avait pas encore le pont là, donc il y avait toute cette autoroute où on allait en vélo sur une autoroute, un truc à 4 voies quoi. J'ai vu construire l'autoroute qui débouchait nulle part au Ruffin. Quand ils ont construit l'autoroute, c'était que des champs. On longeait les champs quand on prenait cette bretelle. Bien avant, quand mes parents étaient jeunes, il y avait des petites cabanes. C'était des jardins. C'était des petites maisons en bois. La bretelle à 86, c'était moi, enfin j'ai vu construire évidemment, mais c'est une verrue dans le paysage, je veux dire, mais c'était l'époque où tout voiture. Et donc cette autoroute à 186, ça devait être rejoindre les périphériques et rejoindre la 86 de l'autre côté. Ça aurait inévitablement été obligé de détruire beaucoup d'immeubles. Hein. Il y avait des réunions d'habitants, etc., et qu'on disait, mais qu'est-ce que c'est cette histoire, cette autoroute qui débouche nulle part? Et puis, ce qui est catastrophique, ça coupe la ville en deux. C'était une erreur monumentale. Hein. Ça s'arrête là parce que on attend les subventions pour qu'ils rejoignent, pour faire le morceau qui va rejoindre la A86 à Fontenay. Et maintenant, on me dit qu'on va abattre le pont pour faire un tramway qui va venir jusqu'à Mosinor. Et quand je dis, mais pourquoi il ne continue pas jusqu'à Fontenay? On me vend le même argument qu'on m'a vendu pour l'autoroute. On me dit, non, mais c'est en attendant qu'on ait les subventions pour continuer. Quand nous arrivons à Mosinor, il y a cette avenue qui longe l'autoroute, où il y a le tramway qui est en train de se construire. Toute cette avenue-là était des arbres et des terrains aux jalons escargots il y a encore 3 ans. Et tous ces arbres-là ont été détruits, coupés. Le centre, le cœur de Montreuil et le Haut-Montreuil, même aujourd'hui, c'est la même commune.
C'est des gens qui habitent dans la même commune, un peu différents quand même. Et le métro de la ligne 11, ce sera plus facile d'aller à Paris que d'aller au centre commercial de Montreuil. Je l'ai dit au maire, je l'ai dit. On est sur une enclave. On est sur le plateau de Romainville, exactement, ou des 10 communes administrativement. Et ce plateau, il y a une différence géographique. Et une différence, pas de mentalité, parce qu'on est tous les mêmes, mais il y a une appartenance particulière ici qui n'existe pas dans le bas Montreuil. On fait bien la différence entre le haut Montreuil et le haut Montreuil, c'est essentiellement nous. Un peu d'autres, mais essentiellement nous, la Boissière en tout cas. Ça étonnerait beaucoup de gens, mais à l'époque, il y avait, au point de vue exotique, il y avait un seul noir, donc tout le monde connaissait ce noir, et quand on en parlait, il n'y avait pas de quiproquo ni d'équivoque, on savait de qui on parlait. Je suis venu ici le 18 février en 1971. Voilà. J'ai fait toute ma vie ici à Montreuil. À Levallois-Merlin, vous faites le rond-point comme ça, puis vous allez vers Levallois-Merlin. Regardez le nom de la rue. Ça s'appelle rue de Lisbonne. C'est parce qu'il y avait de ce boulevard-là jusqu'à Noisy-le-Sec un immense bidonville de 10 ou 12 000 Portugais. Tout de suite dans ce quartier, j'ai été confronté à la relation humaine et Giorgio a été le premier événement. J'ai donc vécu ce que beaucoup d'immigrés vivent. C'est peut-être ça qui fait que je suis assez sensible à ce quartier où beaucoup de gens viennent d'ailleurs. Quel que soit le peuple, d'où il vient, à partir de là, c'est l'intégration. Par contre, il faut éviter le cloisonnement, il faut éviter vivre entre soi, dans ce domaine-là aussi. Il faut brasser. Je suis un grand-père, hein. Plusieurs fois même. Dieu merci, alhamdulillah, comme on dit hein, en arabe. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est l'avenir. Ici, c'est un des territoires où il y a le plus de jeunesse. Genre, on va passer à la télé sur BFM TV. Non, je rigole. Ici, en fait, on va dire, on se connaît tous, quoi. C'est le quartier, on est tous ensemble, quoi. J'aime bien mon quartier, quand on s'amuse, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de clan bizarre. Les gens, ils sont aimables, ils sont gentils. Ils sont pas méchants avec nous, ils nous ignorent pas. Sincèrement, ce quartier, franchement, ça sert à rien d'être timide parce que dans tous les cas,
Tu vas être intégré. On est tous bien ici. Dans tous les cas, tu vas être intégré. Que tu sois nouveau, nouvelle, ancien, ancienne, tu vas être intégré. Grave, bien joué. Bah ouais, les fêtes, comme maintenant. Voilà, c'est ça. Ouais, grave. Et ma soeur. Ouais, que nous sommes des stars. Il s'appelle Wassim, c'est mon frère et il a 6 ans. Et moi, je m'appelle Dounia, j'ai 9 ans et demi. Montreuil, je peux aller à plein de fêtes. J'ai plein de copines qui habitent dans la rue. J'adore mon quartier. J'aime ma ville. J'aime la ville de Montreuil. Parce qu'elle est toujours vivante. Elle bouge tout le temps. C'est si vivant, il n'y a pas mieux que notre quartier. Montreuil, c'est bien.